Ok, bande konanga mbote na bino nyonso. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre. Je vous ai donné rendez-vous pour parler d'un thème qui est un de mes thèmes de prédilection, qui est la lutte contre la corruption. Donc, je vais juste demander à chacun d'entre vous de pouvoir partager déjà pour inviter mes frères et sœurs Bande Konangai de venir pour écouter ce sujet. Et comme vous savez, dans mon habitude, je prends toujours une minute de silence en hommage et pour se souvenir de nos frères et sœurs congolais et congolaises qui sont victimes de massacres, de violences, de tueries, etc. Donc je vois, merci pour tous ceux qui nous rejoignent. J'ai pas le temps de saluer tout le monde pour le moment, juste pour raison que je vais observer une minute de silence. Comme ça laisse le temps à tout le monde de pouvoir nous rejoindre sur ce sujet de la corruption. Merci à chacun d'entre vous. Maton Domingue, merci pour tous ceux qui viennent nous rejoindre. Je tiens déjà, alors je vais saluer rapidement toutes les personnes. Maître Reti, merci de nous avoir rejoints. Merci aussi à Willy Locasso de nous avoir rejoints. Également, merci à Patrick Chibangu, hein, qui est sous le nom de Kufapo Namboka d'être présent. Merci également à Mimi Uzungu, qui est de Dallas, qui est toujours fidèle à nous suivre. Merci également à Frédéric Chilombo. Donc, je peux pas tous vous citer parce qu'effectivement, vous êtes en train de nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous parce que je pense que tout le monde le sait, peut-être s'en est aperçu. Nous sommes le 9 décembre, pardon, je vous ai dit novembre tout à l'heure, le 9 décembre. Et le 9 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Et vraiment, c'est une journée qui est très bienvenue pour moi parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une rapide présentation. Lila Sansa Umba, je suis juriste de formation spécialisée en droit bancaire financier et tout ce qui concerne la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, c'est ma spécialité. Donc j'ai plus de 15 ans, voire à 20 ans dans le domaine bancaire et bien évidemment, ça a demandé que je sois formée dans cette discipline, sachant que j'ai un master en gestion de patrimoine et droit des affaires également, et également une formation en criminologie et ce qu'on appelle aussi la criminalité en col blanc, la criminalité d'affaires. Donc voilà. Alors du coup, c'est la raison pour laquelle je suis vraiment contente et je voulais partager avec vous ces grandes lignes, ces grands points sur la lutte contre ce crime économique. Je vais essayer de vous faire vraiment quelque chose de simple parce que pour éviter que ce soit trop compliqué, donc l'alléger. Et c'est intéressant que vraiment cette vidéo soit partagée par beaucoup. Alors je suis désolée, je ne sais pas si vous m'entendez tous parce que j'ai changé de micro du coup. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que le son est bon? Parce que moi, j'ai pas de retour du tout. Vous pouvez juste me faire un like, quelqu'un peut me faire juste yes, c'est bon, ça m'aiderait pour savoir parce que je ne sais pas si tout est bon. Je vois qu'il n'y a personne qui répond, ce serait bien. Donc logiquement, je dois considérer que... Est-ce que le son est bon ou pas? On est le... Non, il n'y a personne qui peut m'aider à me dire si vous entendez ou pas. Est-ce que vous... C'est bon ou pas le son? Ok, merci, merci, il y en a qui suivent. Super. Donc, effectivement, comme je disais, on est cette journée qui est importante pour chaque Congolais. Pourquoi? Parce que la lutte contre la corruption dans toutes les sociétés doit être faite par tous ceux qui participent
à la vie de la société. Ce n'est pas uniquement pour les politiques, c'est aussi pour les citoyens parce que nous construisons la société. Et comme le disait tout à fait le secrétaire général des Nations Unies, hein, Antonio Guterres, hein, qui dit qu'effectivement la corruption, ça touche tous les pays, ce n'est pas uniquement les pays en voie de développement ou l'Afrique, ça concerne également l'Europe. La preuve en est, moi personnellement, j'ai dû être formée chaque année dans le secteur bancaire pour lutter contre les capitaux, donc tout ce qui peut rentrer dans le système financier bancaire, etc. Donc voilà, c'est pour dire que ça concerne vraiment tous les pays, pour la planète entière, pour les raisons d'affaires que logiquement on doit faire de façon à ce que les transactions se fassent dans toute la transparence possible. La corruption nous concerne tous, pourquoi? Parce que forcément une société corrompue a pour conséquence que tout ce qui concerne la vie sociale, à savoir le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de tout ce qui va être les investissements, si on veut ouvrir une entreprise, etc., bah forcément, ça va être impacté. Donc, c'est ce qu'on assiste en République démocratique du Congo, hein. On voit bien que tout cet argent qui va dans un staff réduit d'individus fait qu'aujourd'hui, notre pays n'arrive pas à se développer. Donc, tout à l'heure, vous allez voir, j'essaie de vous le partager en deux grandes parties très rapidement, de vous montrer que la corruption en République démocratique du Congo est un frein au développement de notre pays. Donc, et en plus, on va essayer de voir comment on peut arriver à lutter contre cette corruption et voir un petit peu qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que l'État a fait, qu'est-ce que les politiques font. Est-ce que vraiment ce qu'ils font, c'est réel? Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont quand même les produits de cette corruption. Donc, c'est un petit peu, comme on dit, l'arroseur arrosé. Ou alors le serpent qui se mord la queue. Voilà. Donc en fait, on voit bien que aujourd'hui, avec c'est de la corruption va faire quoi? Malheureusement, elle va aussi entraîner des conséquences sur les violations des droits de l'homme. Et également, ça va impacter aussi sur les ressources naturelles puisqu'il y aura un pillage, voire une prédation. Et donc, du coup, toute la population citoyenne, vous et moi, les citoyens congolais, on ne bénéficie pas de cette richesse qui, normalement, dans un système où il n'y a pas de corruption, la richesse du pays doit redescendre directement et naturellement auprès des citoyens, des natifs. Alors que dans le système de corruption qui sévit dans notre pays, là je prends uniquement le cas du Congo parce que je ne regarde pas d'autres pays, malheureusement on comprendra pourquoi toute cette richesse, tous les millions de milliards qui peuvent se brasser dans notre pays, personne, la population ne touche rien et que la situation s'est dégradée au fil du temps. Voilà. Et donc la corruption, c'est une question qui doit interroger, pardon, je suis désolée, j'ai un peu du mal, quoi. Ça doit alerter tout le monde, ça doit alerter aussi bien les politiques, vous et moi, la société civile, les entreprises, pouvoirs publics, etc. Et donc, on voit aussi que le fait de ne pas lutter contre la corruption, le fait qu'il y ait la corruption qui existe aussi, l'organe judiciaire est énormément impacté, à savoir, ça se manifeste comment? Ça va se manifester par l'impunité. Donc, on voit bien qu'il y a certaines affaires où, bien évidemment, lorsque sont incriminées les personnes qui vont avoir beaucoup d'argent, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pouvoir acheter le silence des victimes, ils vont pouvoir acheter les jugements, ils vont pouvoir corrompre les magistrats, et donc on se retrouve dans un système de ce que l'on appelle l'impunité. Voilà. Et donc, du coup, la thématique de ce que l'on est en train de dire, hein, de dénoncer la corruption, forcément, c'est un devoir de chaque citoyen, c'est un devoir il ne faut pas le voir comme... lorsqu'on entend les médias un peu congolais ou certains d'entre nous qui disent qu'il faut laisser la chance à Félix-Antoine Tshisekedi de travailler, alors même qu'on voit, lui-même est un produit de la corruption et on voit bien qu'on ne peut pas continuer à laisser des gens corrompus perdurer longtemps parce que ça donne quoi? On s'en sort pas et on continue à maintenir cette machine et surtout ne pas se mettre en tête et accepter ce fatalisme d'une sorte de corruption que ça se pratique et c'est comme ça, on va s'habituer. Non, la corruption doit être dénoncée. Logiquement, c'est pour ça que des gens qui me connaissent personnellement, je trouve qu'il y en a beaucoup, hein, ils pourront mesurer la raison pour laquelle parfois on est obligé d'être en tolérance zéro
on est obligé de ne pas accepter certaines choses. On peut paraître un petit peu dur, voire sévère sur certaines choses, parce que logiquement, quand on lutte contre la corruption, on ne peut pas faire de compromis. Il n'y a pas de compromission. C'est soit on lutte contre la corruption ou on ne lutte pas contre la corruption. Entre les deux, il n'y a pas de juste milieu. Et lorsque les gens jouent un petit peu la comédie de lutter contre la corruption et qu'il n'y a pas d'acte réel, forcément, c'est un petit peu des gens qui sont corrompus et qui font semblant. Donc forcément, c'est vraiment un monde qui est entre, c'est ce qu'on dit, il y a une dualité. Soit on est contre la corruption, on est pour la corruption. Voilà. Et donc, pour vous dire, pour entamer cette thématique, en quoi la corruption est un frein au développement. Alors pourquoi c'est un frein au développement? Parce que c'est un des principaux obstacles que la République démocratique du Congo rencontre aujourd'hui. Avec toutes les richesses qui existent dans notre pays, en République démocratique du Congo, logiquement, si on n'avait pas la corruption, c'est un pays avec toutes les richesses qu'il détient, on devrait être parmi les pays les plus puissants. Malheureusement, en fait, on voit bien qu'il y a, avec cette présence de la corruption, on a une certaine limitation au développement parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que la plupart des fonds, au lieu que ça puisse redescendre et être utilisé aussi bien pour le bien-être de la population, le développement et la recherche et l'avancement de la société, l'éducation, la recherche, voilà, développer vraiment la société congolaise. Malheureusement, la plupart de ces sommes, de ces argents, ça va dans le portefeuille personnel d'un groupe réduit d'individus. En l'occurrence, je vais vous prendre le cas de Kabila et consorts. Vous avez vu pendant cet été, je vous avais fait quand même une thématique de Kabila et les 40 voleurs. Et effectivement, ce sont ces gens-là. Notre pays, c'est vraiment un exemple. Joseph Kabila, qu'on appelle certains Hippolyte Canam, mais bon bref, cette personne est arrivée au pouvoir dans son vécu antérieur. C'était un Kadogo, c'était un soldat, un enfant soldat, il n'avait rien. Aujourd'hui, c'est un des hommes les plus riches. C'est une personne qui se retrouve un des anciens présidents les mieux payés dans le monde. Avec plus de 600 000 $ par mois, c'est invraisemblable dans une démocratie. C'est là où on est en train de voir que toute cette somme-là d'argent, ça a limité le développement du pays parce qu'on ne voit qu'il n'y a rien au niveau du pays qui est développé, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien qui permet qu'aujourd'hui on puisse parler que le Congo est un pays compétitif, c'est un pays développé, c'est un pays qui arrive peut-être au niveau de certains autres pays, comme il pourrait rivaliser logiquement avec la Chine, les États-Unis, etc. Parce que le Congo, l'air de rien, même dans sa superficie, et représente quand même 4 fois et demi, presque 5 fois la France. Le Congo a une superficie qui englobe vraiment des pays qu'aujourd'hui, au niveau même de sa population, donc on a une superficie immense, on a une population qui est importante. Logiquement, si on n'avait pas cette corruption, le Congo pourrait rivaliser en première place avec d'autres pays au niveau de sa puissance économique. Malheureusement, lorsqu'on voit que toutes les richesses, tout l'argent qui peut rentrer, ça se distribue entre un staff d'individus, les Kabila et sa famille, tout le reste qui travaille pour lui, et même les Européens. Je vous ai parlé de l'affaire de Philippe de Moerlouz, appelé Philippe l'Africain. Je vous ai parlé de tout ce qui concerne les deux frères qui travaillent pour lui, enfin le père et le fils plutôt, qui travaillaient pour lui au niveau du montage pour sortir les capitaux du Congo, sans parler de l'affaire Dan Gettler, sans parler, donc il y a plein d'affaires de corruption, et puis le Lumumba Paper, donc on voit bien qu'il n'y a pas d'argent qui redescend au niveau de la population, au niveau du Congo. Donc du coup, en fait, le fait que ça limite le développement du Congo, le fait qu'il y ait un PIB, quasiment même les chiffres qui sortent aujourd'hui du Congo sont des chiffres qui sont même pas objectifs, on peut même pas les analyser. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'au niveau on a un PIB qui est très bas. On est quasiment en rang, je crois que ça doit être, on est au 165e rang des pays au niveau du développement. Donc on est vraiment relégué à un niveau arrière, alors même qu'on est le pays le plus riche du monde, de l'humanité, si on peut dire, ce qui est une
contradiction. Et cette contradiction, elle trouve son origine dans quoi? Quelle est l'origine de ce problème? C'est ni plus ni moins que la corruption, qui ne date pas de Kabila, qui date bien évidemment d'avant, mais qui s'est empirée, voire qui s'est gangrénée et qui s'est quasiment institutionnalisée et acceptée par tous, alors même que logiquement, on devrait le dénoncer. Et les premiers concernés sont des hommes et des femmes qui travaillent dans certains postes auxquels je vous parlerai d'une loi qui existe, que ce soit les experts comptables, des magistrats, etc. Logiquement, c'est à eux d'être les premiers à agir pour dénoncer et pour être quelque part les acteurs de lutte contre ce fléau. Voilà, donc malheureusement, en fait, comme je vous ai dit, ça limite donc la croissance et le développement économique de notre pays, avec tout ce qui concerne également du coup les ressources naturelles, toute la richesse des ressources naturelles qui ne redescendent pas au niveau de notre pays. Et donc du coup, on se retrouve avec, je vous avais fait une vidéo sur le pillage des ressources du Congo, qui est un crime inscrit dans la Constitution, et que bien que ce crime existe dans la Constitution, eh bien, on voit que la justice ne fait pas son travail. Et la justice ne fait pas son travail, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'impunité, et ça correspond encore à la corruption des magistrats, corruption de tout cet organe judiciaire. Voilà. Donc, et l'autre frein au développement avec cette corruption, ça se voit, c'est le fait qu'on ne respecte pas donc les droits humains. La corruption va mettre en péril tout ce qui concerne la démocratie, malheureusement. Donc, et là, on l'a vu, on est encore... Vous voyez, le Congo, c'est vraiment un cas à étudier. Moi, je demanderai d'ailleurs à un de mes élèves qui doit me suivre aussi, s'il peut partager à ceux de Unikin, parce que ça c'est vraiment un cas pratique, un cas concret, parce que on voit bien que même au niveau du système électoral, là je reviens pas sur la vérité des urnes, et je vous rappelle encore les Congolais, nous on a été quasiment les seuls, alors quand je dis nous, c'est comme je représente la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, donc en l'abréviation en sigle, c'est LIDDFC, nous avons été quasiment les seuls à dénoncer le vice de procédure qui existe en matière électorale. On ne parle pas de la vérité des urnes, mais lorsque vous voyez que un pays qui compte 25 provinces, dans les 25 provinces, il y a certains qui n'ont pas voté, Beni Butembo Yumbi, ça veut dire qu'on ne respecte même pas cette procédure électorale, et ce qui rentre totalement dans la corruption. C'est tellement flagrant pour nous qui le travaillons, parce que moi c'est ma matière de prédilection, c'est comme ça que j'ai été formée. Et du coup, certains Congolais, des gens qui parlent de démocratie, ne voient même pas ce vice. Ils voient même pas que c'est tellement flagrant. C'est comme les Blancs vont dire, c'est le nez au milieu de la figure, la tache au milieu de la figure, on ne le voit pas. Alors est-ce qu'on ne le voit pas parce qu'on ne veut pas le voir, ou on ne le voit pas parce que ça arrange tout le monde, on ne cherche pas à voir ce problème-là. Donc rien que cette procédure électorale qui est caractérisée dans tous les pays corrompus où les élections sont toujours fraudées, pourquoi? Parce qu'on a la corruption. Si on s'était battu, si on avait, je n'arrête pas de demander à mes frères et sœurs juristes et puis tout autre de continuer absolument à taper sur cette histoire des élections qui n'est pas terminée, parce que c'est de droit ce vice, on ne peut pas passer là-dessus. Eh bien, c'est dommage un peu de voir que les gens ne laissent passer. Et du coup, on donne raison à ceux qui disent Boko Messana. Ça veut dire on va s'habituer à quoi? Boko Messana, la corruption. Donc, on va continuer à accepter cela. Voilà, donc il y a certains pays, quand la corruption se fait, on achète des voix. En l'occurrence, nous, on n'a pas fait voter des gens. Il y a aussi les fraudes électorales. Je vais vous passer, j'avais créé une page sur Facebook, bêtisier du vote. Et vous savez qu'on avait même un enfant de 10 ans qui avait voté. Normalement, notre procédure électorale de vote présidentiel est viciée. Un enfant de 10 ans qui vote rendait tout caduc. Voilà, il y a des juristes qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Donc malheureusement, ça fait partie du critère de corruption. Alors moi, je reste choquée de voir quand vous parlez, la plupart sont en train de dire oui, MONUSCO dégage, etc. Ouais, mais le problème du Congo est au-delà de ça. C'est pas uniquement la présence de ces personnes, c'est déjà nous-mêmes, chacun d'entre vous, de comprendre où se trouve le problème. On doit arriver à dire non à des pratiques de corruption, des pratiques corruptibles. Nous devons être incorruptibles. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le fait d'être incorruptible, le fait d'instaurer une lutte contre la corruption à tous les stades, c'est-à-dire même au niveau de chacun d'entre nous,
les citoyens, on doit refuser des situations où on va être corrompu. Ça va permettre de faire quoi? Si notre pays est stabilisé et que les ressources et l'argent est vraiment bien rentré, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Et logiquement, notre pays va même être tellement développé que les futures générations, comme on dit certains, ne seront même pas nés que déjà ils seront riches. Nos enfants n'auront même pas besoin d'avoir à emprunter pour faire des études. Leur avenir sera garanti avant même qu'ils naissent. Et si on n'arrive pas à faire ça, aujourd'hui on se retrouve à devoir devenir des mendiants. Certains enfants de notre pays, quand ils viennent en Europe ou quand ils restent encore au Congo, n'ont pas la possibilité d'étudier comme les autres enfants. Pourquoi? Parce que notre pays est corrompu. Or, si chacun d'entre nous luttait contre, je vous assure qu'on n'aurait même pas de souci pour pouvoir faire étudier nos enfants. Au niveau de la santé, tout serait résolu parce que l'argent serait distribué pour tout le monde. Et je vous assure qu'il y a des millions et des milliards qui sortent du Congo. Et si ça ne redescend pas jusqu'aux Congolais, c'est parce qu'il y a cette corruption. Je vous renvoie encore à la caisse de péréquation que je vous avais parlé, qui est une sorte de, logiquement c'est prévu dans la Constitution, qui est une sorte de fonds qui doit permettre qu'on met des sommes d'argent dedans lorsque l'impôt est perçu, un impôt qui n'est jamais perçu parce qu'on se débrouille toujours pour pas que ce soit perçu. Et logiquement, ce fonds de péréquation devait permettre de redistribuer à juste titre les sommes pour aussi rééquilibrer le manque financier de certaines régions et permettre du coup avec ce fonds de péréquation de construire des écoles, des hôpitaux, etc. Alors du coup, quand on voit que la corruption est un frein au développement par rapport au respect de la façon dont on vit, eh ben ça fait quoi? Regardez Mama Yemo, regardez comment la mort de Mama Yemo, regardez ce que ça donne. Il y a des maternités où nos mamans elles accouchent, elles sont obligées d'être arrêtées parce qu'elles n'ont pas payé leurs factures, on les bloque. Donc maintenant c'est quoi? Ce sont des ONG ou bien des gens, des familles en privé qui doivent donner de l'argent alors que l'argent existe dans le Congo, mais les caisses du Congo sont pillées. Voilà, et c'est pillé par qui? Par les gens, les politiciens que vous-même vous êtes en train de soutenir. Et quand vous dites qu'il faut donner la chance encore à Félix pour qu'il travaille, pourquoi donner la chance à quelqu'un qui sort, qui est le produit d'une corruption? Moi je ne comprends pas les Congolais. À un moment donné, c'est tellement basique. Vous donnez ça à un enfant de primaire, il comprendrait. C'est l'arroseur arrosé. Il va lutter contre quoi? Lui-même, il est le produit de la corruption. Donc, à un moment donné, soyons un petit peu logiques. Soyons un petit peu réfléchis. Mettons nos sentiments de côté pour le bien-être de l'ensemble des Congolais. Lorsque nous, la Ligue, on dénonce la procédure électorale, c'est pas parce qu'on est contre Félix Tshisekedi, moi-même je suis Louba, c'est pas une question de ça, c'est parce on applique les textes, on voit le Congo dans sa globalité. C'est comme ça, c'est dans ce sens que quand on lutte contre la corruption, on est en tolérance zéro. Et ça, je ne parle pas que moi-même, on le retrouve même en ce qui concerne les conventions internationales. Regardez tous les pays qui luttent contre la corruption, c'est une tolérance zéro. Si vous commencez à tolérer tolé kisaka kaboye, vous-même vous êtes corrompu. Donc, la corruption, c'est soit je lutte contre ou je ne lutte pas contre. Tout ce qui est au milieu, vous êtes un corrompu. Si vous commencez à négocier, on ne négocie pas en matière de corruption. Voilà, parce qu'on applique les règles qui existent. Donc, c'est pour vous montrer que, du coup, le fait qu'on ait la corruption dans notre pays, tout ce qui concerne les soins de santé, les services importants qui permettent de montrer qu'un pays est développé, donc la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, regardez, vous-même vous avez vu, hein, Kinshasa, la dernière fois, il a plu. Regardez les canalisations, comment ils ont explosé. Les rues sont dégoûtantes. Il n'y a rien de fait, de concrètement fait. Le peu de travaux parce qu'il y en a qui vont dire, oui, Félix, il a fait une route de peut-être 1 kilomètre. Mais je vais vous expliquer aussi cette technique de faire quoi? Ils utilisent une méthode de, oui, on a des fonds d'argent, on va justifier un acte pour sortir de l'argent. C'est comptable, c'est juste, et au final, cette somme d'argent qui est utilisée pour faire une route de même pas 1 kilomètre, ils vont surfacturer.
c'est de la surfacturation. Et le reste de l'argent, ils en font quoi? C'est pour leur intérêt. La même chose, toujours dans la lutte contre la corruption, c'est quoi? C'est la différence entre un acte, la priorité, se poser la question, quelle est la priorité pour le développement du pays? Lorsque vous voyez on a voulu sortir des millions et des milliards pour construire le mausolée de son père, est-ce que le Congo a besoin d'un mausolée du père Tshisekedi? C'est pas la priorité. Et ça, c'est une façon, quand on regarde les actes de corruption, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on va détourner de l'objet d'un projet. On a de l'argent, on va pas gérer la bonne priorité. Voilà. Et du coup, on va passer des appels d'offres. Ils savent très bien avec qui ils vont travailler. Ils ont leurs gens avec qui ils vont travailler. Et par exemple, si on a un Congolais de la diaspora ou même localement qui a des compétences, qui va vouloir répondre à cet appel d'offres, il sera écarté parce qu'ils travaillent entre eux. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre les Congolais, c'est que la corruption chez nous, malheureusement, est un fléau. C'est comme la gangrène, c'est vraiment une maladie. Et une maladie, pour le soigner, il faut le nommer, il faut trouver les solutions et ne pas fermer les yeux, faire la politique.